18h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. La première conférence internationale dédiée aux victimes africaines du terrorisme s'ouvre à Rabat. Une rencontre continentale qui resserre les rangs des États africains pour garantir protection et dignité aux survivants de l'extrémisme violent. Les travaux ont été sanctionnés par l'adoption de la déclaration de Rabat. L'OCP met en service la première phase de son programme d'investissement solaire, un méga projet stratégique d'une capacité de 202 MW crête qui conforte l'Office dans son ambition du net zéro et replace le Royaume sur la carte mondiale des pays les plus compétitifs en termes de potentiel en énergie solaire et éolienne. En fin de journal, nous embarquerons au cœur de l'événement cinématographique de l'année. Parmi les 13 films en lice pour l'Étoile d'Or de Marrakech, Broken Voices, une fiction tchèque qui a été projetée hier devant un public de cinéphiles. Un récit poignant sur l'abus de pouvoir. Bonsoir, l'ouverture à Rabat où débute aujourd'hui la première conférence internationale dédiée aux victimes africaines du terrorisme. Une rencontre continentale qui place les survivants au cœur des politiques publiques. Le segment ministériel de la conférence a entériné la déclaration de Rabat. Les États africains s'engagent ainsi dans un effort collectif à garantir dignité et accompagnement aux communautés victimes du terrorisme et d'extrémisme violent. Imad Amsmir, Abdelrahim Filoul avec Nisr El Hamdawi. Le continent africain devient de plus en plus un terrain miné par le terrorisme. Et c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel qui en paient le plus lourd tribut. Cette gangrène a des conséquences humaines dévastatrices, notamment sur les plans économiques, social, psychologiques et politiques. La première conférence internationale dédiée aux victimes africaines du terrorisme place les survivants au cœur des initiatives de prévention et de résilience, à travers leurs témoignages et leur participation à la reconstruction des communautés touchées. Pour les questions du terrorisme, généralement, on voit juste les victimes, on parle des chiffres, il est rarement analysé de manière profonde les différents angles pour voir quels sont les impacts réels, comment le terrorisme impacte les familles, comment ça impacte l'environnement, comment ça dénature la structure sociale, comment ça attise les conflits communautaires et il y a un manque de mécanismes et de dispositifs de prise en charge de tous ces différents aspects. La déclaration de Rabat, entérinée par le segment ministériel de la conférence, appelle à une approche globale et solidaire pour la protection des victimes du terrorisme. Une approche basée sur les droits, la dignité et la participation des victimes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de lutte contre le terrorisme. Le document encourage également les États africains à harmoniser leur cadre juridique et à garantir aux victimes un accès à la justice et à la mémoire. En Afrique de l'Ouest et dans la région de Sahel, par exemple, les attaques terroristes ont augmenté, comme j'ai dit déjà à l'ouverture de la conférence, de plus de 250% en seulement 2 ans derniers, provoquant le déplacement de plus de 4 millions de personnes. Cette conférence constitue une étape importante pour renforcer notre engagement à soutenir les victimes et les survivants du terrorisme en Afrique et à travers le monde entier. L'Union européenne est engagée dans une approche centrée sur les victimes du terrorisme et leur intégration afin de mettre en place des stratégies préventives essentielles pour faire face à l'apologie du terrorisme. Le segment ministériel s'est conclu par un appel unanime à poursuivre la dynamique enclenchée à Rabat, à renforcer les capacités nationales en matière de soutien aux victimes et à consolider les initiatives permettant d'intégrer les survivants dans les stratégies de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Et en marge de sa participation à la conférence sur les victimes du terrorisme en Afrique, le Burkina Faso a réitéré son soutien ferme et constant à l'intégrité territoriale du Royaume.
Position exprimée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, lors de son entretien avec son homologue marocain Nasser Bourita. Le pays d'Afrique de l'Ouest a salué l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution historique 2797 qui consacre dans le cadre de la souveraineté marocaine le plan d'autonomie proposé par le Royaume comme base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution à cette question, à la question du Sahara marocain. Pour sa part, le Niger a salué l'adoption de la résolution onusienne consacrant dans le cadre de la souveraineté marocaine le plan d'autonomie marocain. Des propos émanant du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, Bakary Yahou Sangaré, le chef de la diplomatie nigérien qui a par ailleurs procédé à la signature aux côtés de son homologue marocain Nasser Bourita d'un accord de coopération sur la formation diplomatique entre l'Institut marocain de formation, de recherche et d'études diplomatiques et l'Institut national des études diplomatiques et stratégiques du Niger. Je vous propose d'écouter les ministres des Affaires étrangères du Niger et du Burkina Faso. Parmi les pays africains qui nous a tendu la main, qui nous a aidés dans des moments difficiles et qui continue à le faire. Donc, nous avons passé en revue notre coopération bilatérale. Nous avons réfléchi aux moyens de la revitaliser, de la redynamiser. Une fois de plus, je voudrais saisir cette occasion pour nous féliciter de l'adoption de la résolution 2797 qui consacre l'autonomie proposée par le Royaume du Maroc comme une base crédible, une base solide de la résolution de la question du Sahara. C'était l'occasion pour moi de réitérer notre gratitude en tant que pays sans littoral, pays du Sahel, à Sa Majesté le Roi pour l'initiative offrant l'accès à l'Atlantique aux pays du Sahel, mais aussi l'opportunité de saluer et de féliciter l'excellent travail diplomatique qui a été fait pour l'adoption de la résolution 2797 qui consacre donc le plan d'autonomie proposé par le Maroc au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense que c'est un pas important qui a été franchi dans le cadre de l'exercice de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara. Projet de loi de finances 2026, la première partie désormais adoptée en commission des finances, de la planification et du développement économique à la Chambre des conseillers. La première partie du PLF 2026 a reçu l'aval de 12 conseillers parlementaires, alors que 3 s'y sont opposés et 1 s'est abstenu. Un total de 227 amendements ont été présentés par le gouvernement ainsi que par les groupes de la majorité et de l'opposition. Ils portent sur plusieurs volets, notamment fiscaux. Neutralité carbone en 2040, un cap stratégique affirmé par OCP. L'Office chérifien des phosphates se donne les moyens d'atteindre cette ambition. À travers sa filiale Green Energy, le groupe a procédé à la mise en service de la première phase de son programme d'investissement solaire. Une tranche totalisant une capacité de 202 MW crête, désormais pleinement opérationnelle. Elle se déploie sur 3 sites stratégiques, Bengrir, Foumtizi et Ouled Fares, dans la province de Khouribga. La centrale d'Ouled Fares s'impose d'ailleurs comme la plus grande centrale photovoltaïque actuellement en exploitation au Maroc. Amar Jledi, Simanabou. Une nouvelle pierre à l'édifice de la décarbonation. Cette première tranche, désormais pleinement opérationnelle, se déploie sur 3 sites stratégiques dans les provinces de Khouribga et Bengrir. Un investissement de près de 1,8 milliard de dirhams. Les nouvelles infrastructures couvrent d'ores et déjà une part significative des besoins énergétiques des sites miniers du groupe, renforçant ainsi sa sécurité d'approvisionnement et sa résilience industrielle grâce à un coût de l'électricité très compétitif.
Avec une capacité de 280 MW, la première tranche se déploie sur 3 sites stratégiques, Ben Grir, 67 MW, Foumtizi, 30 MW et Ouled Fars dans la province de Khribga. Avec une capacité installée de 105 MW, la centrale d'Ouled Fars s'impose comme la plus grande centrale photovoltaïque actuellement en exploitation au Maroc. Un projet en phase avec la vocation de la filiale OCP Green Energy, visant à apporter des solutions concrètes pour répondre aux ambitions stratégiques du groupe, notamment en termes de décarbonation. Ce programme vient dans le cadre de notre stratégie de décarbonation, puisque le groupe OCP a un objectif de décarbonation à horizon 2040, avec un objectif intermédiaire de décarboner totalement ses émissions directes et l'énergie électrique qu'il utilise en 2030, et cela nous amène à notre besoin de 1,2 gigawatts que nous avons annoncé avant 2027. On vise à sourcer 100% de l'électricité que le groupe consomme à partir de sources renouvelables à partir de 2027. Et aujourd'hui, on est dans le site minier de Khribga, qui est déjà alimenté depuis cet été avec l'énergie solaire qui couvre 100% des besoins pendant la journée. En bouclant cette première phase, OCP Green Energy confirme la solidité de sa feuille de route, avec à la clé l'anticipation des besoins et la consolidation de sa compétitivité sur les marchés internationaux. Et dans sa transition climatique, le Maroc ouvre un nouveau front à Marrakech. Le royaume affiche son ambition, ériger le triptyque eau, énergie, alimentation en pilier de sa souveraineté hydrique. Au 19e congrès mondial de l'eau à Marrakech, le ministre de l'équipement et de l'eau a dévoilé lors d'une rencontre ministérielle les contours de ce modèle destiné à répondre à une pression hydrique devenue structurelle. C'est un sujet de nos envoyés à Marrakech, Abdelmejid Hallaoui, Amin Sharqawi, avec un commentaire de Zakaria Moukimbillah. Sur fond de changement climatique et de déficit hydrique persistant, le Royaume choisit la proactivité sur les questions liées à l'eau. Le modèle marocain s'appuie sur la planification de long terme et la transmission structurelle de la production. La nouvelle architecture hydrique est fondée sur un mix combinant dessalement, grands barrages, réutilisation des eaux, recharge artificielle des nappes ainsi que la digitalisation. Ces principaux traits ont été exposés lors d'une rencontre ministérielle organisée dans le cadre du 19e Congrès mondial de l'eau de Marrakech. Ça a été une occasion pour pouvoir partager notre expérience dans le domaine de la construction des barrages, dans le domaine également de la construction d'autoroutes de l'eau, dans le domaine du dessalement grâce aux énergies renouvelables, dans le domaine du reuse, dans le domaine également de la gouvernance des bassins et de la gestion intégrée de l'eau. Le Maroc a engagé un changement profond dans sa politique hydrique en mettant en œuvre des plans directeurs intégrés des bassins hydriques à l'horizon 2050. L'objectif étant de cartographier les ressources de chaque bassin, leurs besoins, leurs vulnérabilités et les projets prioritaires. Ces plans nourrissent désormais le plan national de l'eau, véritable feuille de route pour l'ensemble des acteurs. Nous renforçons également les rencontres bilatérales pour faire en sorte à ce que, conformément aux orientations royales, que le continent africain puisse constituer en fait notre priorité en matière de développement de coopération et en matière de partage de savoir et des connaissances et en matière d'apport en termes d'assistance technique. Autre fer de lance de la politique hydrique nationale, le dessalement. Aujourd'hui, le Maroc exploite 17 stations, auxquelles s'ajoutent plusieurs projets en cours, pour atteindre une capacité de 1,7 milliard de mètres cubes par an d'ici 2030. Ces stations seront alimentées en grande partie par les énergies renouvelables, afin de réduire les coûts et de garantir la durabilité du service. Dans le monde, les prémices d'un nouveau round de pourparlers à Doha lèvent l'espoir d'une paix durable à Gaza. Le Qatar, pays médiateur, espère qu'Israël et le Hamas participeraient très bientôt à la deuxième phase des négociations en vue d'un accord de paix dans ce territoire palestinien où les armes israéliennes ne se sont pas tues malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 10 octobre. Les négociations sur la deuxième phase du plan prévoient notamment le désarmement du Hamas, la mise en place d'une autorité de transition pour gouverner la bande de Gaza et le déploiement d'une force internationale de stabilisation. Le plan n'a toujours pas été approuvé.
En Europe de l'Est, les yeux sont rivés sur Moscou où l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, doivent rencontrer le président russe Vladimir Poutine pour des pourparlers sur l'Ukraine. Selon le Kremlin, la rencontre aurait débuté à 14h GMT cet après-midi. Peu avant ces consultations, le président russe Vladimir Poutine a assuré ne pas souhaiter une guerre avec l'Europe, mais y être prêt si les Européens le souhaitent et commencent. Retour sous nos cieux avec ce temps hivernal qui s'installe sur la majeure partie du pays. Cette agréable fraîcheur continuera à nous accompagner cette semaine, favorisée par des chutes de neige attendues demain sur les hauteurs à partir de 1700 mètres d'altitude. Il tombera entre 20 et 30 cm de neige dans les provinces d'Ifren, Bulmen, Sfro et Midelt. Et entre 5 et 10 cm à Chefchaouen, El-Hoceima, Gersif, Taourirt, Figig, Tazar, Nefra, Zilal et Beni Mellal. Attention au vent, il soufflera fort sur les provinces de Midelt, Jrada, Figig, Nador, Driouch, également du côté de Bulmen. Les vitesses de ces rafales oscilleront entre 70 et 85 km/h. Sport football et cette victoire sans appel des Lions de l'Atlas au Qatar. Les hommes de Tariq Skitiwi ont signé une entrée en lice victorieuse en Coupe arabe de football en s'imposant face à leurs homologues des îles Comores sur le score de 3-1. L'équipe nationale affrontera le Saint-Courant, le Sultanat d'Oman, alors que sa troisième sortie en phase de groupe sera contre l'Arabie Saoudite et ce sera le 8 décembre. La dernière escale de ce journal sera dédiée aux échos du 22e Festival international du film de Marrakech. Hier, le public avait rendez-vous avec le cinéma tchèque Broken Voices, un film en compétition officielle projeté hier à la salle des ministres au Palais des Congrès. En lice pour décrocher l'étoile d'or, le drame traite de sujets sensibles comme l'abus d'autorité. Nos envoyés spéciaux à Marrakech nous en disent un peu plus. Siman Slaoui, Amina Mouri, Hanan Chemrah, Jihan Libri, le récit est de Maria Awad. Il fait office de favori. Le nouveau film du réalisateur tchèque Ondřej Provaznik aborde avec délicatesse et finesse la dérive autoritaire d'un professeur de musique au cœur d'une chorale de jeunes filles. Inspiré d'une histoire vraie, Broken Voice explore la frontière fragile de l'innocence face aux abus de pouvoir. Dans ce drame psychologique, la caméra s'approche au plus près des visages et les plans s'enchaînent, découpés par un montage nerveux qui épouse le trouble des personnages. Je suis très heureux d'être là pour présenter mon nouveau film Broken Voice en avant-première au Maroc. D'ailleurs, j'attends avec impatience les réactions du public afin de savoir si mon film, qui traite d'un sujet universel mais difficile, leur a plu ou non. Broken Voice peut se lire comme l'allégorie d'un conflit moral qui prend en étau le spectateur en l'enfermant dans une zone d'incertitude permanente. Car la force du film réside sans aucun doute dans l'interprétation des deux comédiennes qui brouillent les frontières entre culpabilité et fragilité. C'est formidable d'être là et vivre une telle ambiance. Ça enlève beaucoup de pression car tout le monde est bienveillant. Je trouve que le public de Marrakech est formidable. On voit qu'il aime vraiment le cinéma et qu'il comprendra le film de la meilleure des manières. Avec Broken Voice, Ondřej Provaznik confirme un style qui lui est propre, une mise en scène dépouillée, traversée du silence, laissant l'écho de ses voix brisées résonner longtemps après la dernière image. Et voilà, c'était le clap de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Très bonne soirée à tous, Charles Oula.